Donc sur cette somme-là, vous pariez la totalité de votre patrimoine sur ce projet. C'est correct, on est d'accord. Oui, en effet, je mise beaucoup sur ce projet. Si par exemple nous essayons d'envoyer du ciment au Togo, pour seulement 210 km, nous allons perdre une semaine pour envoyer ce ciment. Et pourquoi cela? Vous savez, simplement à cause de la corruption. Nous sommes seulement à 28 km de la République du Bénin. Mais la République du Bénin ne nous laisse pas emmener du ciment chez eux. Mais ils importent de Chine. Mais pourquoi cela? Salut la Team Mindset, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, suite à vos nombreuses demandes, de vous proposer à nouveau une vidéo sur Aliko Dangote. Je sais qu'il vous inspire énormément, je sais qu'il vous donne de l'espoir et que ses conseils sont d'une grande valeur pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas Aliko Dangote, c'est donc l'homme le plus riche d'Afrique, avec une fortune estimée par le magazine Forbes à environ 13 milliards de dollars. Je vais donc vous proposer une série de 3 vidéos où Aliko Dangote échange avec son grand ami Mo Ibrahim, qui est lui-même un milliardaire soudanais, qui a notamment fait fortune grâce au groupe de téléphonie mobile Celtel qui est présent dans toute l'Afrique, lors d'une convention organisée pour sa fondation pour les jeunes et le développement en Afrique. Cette interview est très intéressante car même si elle peut paraître légère au premier abord, car ils échangent tous les deux comme deux amis qui se rencontrerait autour d'un café, Aliko Dangote va nous livrer les plus grands secrets de sa fortune. Comment est-ce qu'il a réussi malgré les difficultés mises en place en Afrique à cause de la corruption notamment, la lourdeur administrative et le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'union africaine. Il va te donner également ses conseils pour les jeunes pour pouvoir réussir et aller dans sa direction. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, je m'appelle Almansour Diallo, je suis moi-même entrepreneur et fondateur d'une société de chauffeurs privés qui s'appelle Naveco. Sur cette chaîne Entrepreneur Mindset, tu retrouveras de la motivation, des interviews d'entrepreneurs inspirantes et tout ce qu'il te faut pour pouvoir passer ton business et ton mindset au niveau supérieur. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, pense à nous rejoindre en activant la cloche des notifications pour être sûr de ne rater aucune des vidéos de cette série. Indique-moi dans les commentaires ce qui aura eu le plus d'impact sur toi dans ce qu'Aliko Dangote a à te dire. Et c'est parti pour ces conseils extrêmement précieux. Pour notre second invité de la journée, nous recevons à nouveau un Africain iconique. Dans une sphère totalement différente, nous avions Amina ce matin et maintenant nous avons le plaisir de recevoir monsieur Aliko Dangote. C'est le plus célèbre industriel et investisseur en Afrique et je pense que je n'ai pas besoin de le présenter. Aliko, nous sommes ravis de vous avoir. Merci. Je sais que vous perdez beaucoup d'argent à avoir arrêté le travail et à venir ici. Mais parfois, vous savez, vous devez également passer du temps dans des événements comme celui-ci. Donc Aliko, comme vous le savez, nous en avons parlé ici et là de cet ambitieux projet en Afrique. Tout le monde vous connaît comme l'homme du ciment, celui qui fait du ciment partout en Afrique. Et subitement, nous entendons parler du fait que vous êtes devenu quelqu'un du pétrole. Et dans le pétrole, vous vous lancez dans un secteur qui est beaucoup plus compliqué. Dans ce secteur, vous n'achetez pas un bloc de pétrole au gouvernement. Eh ben, en fait, si, là-bas également. Ah bon, également? Nous avons en fait acheté 2 blocs. Très bien, donc si jamais vous découvrez des blocs, ensuite vous les revendrez à des grandes majors du pétrole et vous irez dans quelques quartiers célèbres à Londres, comme Regent's Park par exemple. Et nous avons beaucoup de ces personnes-là à Londres. Mais vous avez décidé de faire quelque chose qui n'est pas du tout habituel. Vous êtes en train de construire l'une des plus grandes usines industrielles, non pas de l'Afrique, mais du monde entier. Et c'est un projet énorme. Quel est le coût en capital de ce projet que vous êtes en train de créer? Alors dans ce domaine en particulier, nous sommes en train de dépenser entre 12 et 13 milliards de dollars. 12 à 13 milliards de dollars et vous avez ce montant-là? Donc sur cette somme-là, vous pariez la totalité de votre patrimoine sur ce projet.
C'est correct, on est d'accord. Oui, en effet, je mise beaucoup sur ce projet. Ah oui, effectivement, vous misez beaucoup. Mais c'est génial, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous faites? Et pourquoi est-ce que ça coûte cette somme d'argent? Tout d'abord, Mo, j'aimerais vraiment vous remercier très sincèrement de m'avoir invité à ce week-end. Nous passons du bon temps, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici avec vous tous, à ce forum. Parce que, en effet, j'avais très peur qu'il y ait un accident en allant à l'aéroport. Où ça? Oui, à Londres. Parce qu'il fallait que j'arrive à l'aéroport avant 10 heures, car ça fermait. Et je me suis dit que si jamais je n'y arrivais pas, vous alliez me tuer. Effectivement, je n'allais plus jamais vous parler. Votre amitié coûte plus cher que mon projet à 12 milliards. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que cet homme a tant de charisme. Enfin bref, continuons. Merci beaucoup, Aliko. Pour continuer, Mo, ce que nous avons aujourd'hui comme projet, nous en avons 5 majeurs. Nous avons tout d'abord la raffinerie, qui produit 650 000 barils par jour. Nous avons la pétrochimie, qui produit 1,3 million de tonnes de polypropylène et de polyéthylène, ce qui va faire de nous le deuxième plus grand exportateur de produits pétroliers en Afrique subsaharienne. Ensuite, nous avons 3 millions de tonnes d'urée et d'ammonium, qui sont des fertilisants. Et nous avons également du coup le pipeline du gaz. Donc ces 3 projets-là ont avancé très très vite. Et ensuite, nous avons le ciment, vous savez, qui vaut 2 milliards de dollars d'expansion. Ensuite, l'agriculture, nous avons, vous savez, 1 million de tonnes de riz que nous construisons actuellement avec du pouvoir intégré, car nous sommes présents dans les petites localités où nous allons procéder à tout cela. Car vous savez, le riz que nous mangeons est différent du riz ici en Côte d'Ivoire. Et donc notre riz à nous a un procédé différent. Et vous savez, du coup, dans tous ces projets, celui qui est le plus challengeant et qui est vraiment génial également, c'est la raffinerie. Il nous a permis de nous rendre compte et d'ouvrir les yeux sur le manque d'infrastructures en Afrique, dans ce domaine-là. Très bien, maintenant laissez-nous disséquer tout ça. Nous allons faire un scanner de tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc prenons tout un par un. Donc cette raffinerie dont vous parlez, qui est en plein développement, est-ce que vous pouvez nous la décrire exactement, s'il vous plaît? Est-ce que c'est juste des pipelines qui emmènent du pétrole brut et du coup vous le raffinez? Non, non, ce n'est pas ça. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les vrais challenges que nous rencontrons. Alors, à l'extérieur de Lagos, la capitale du Nigeria, nous avons acheté un terrain qui fait 2,7 millions de mètres carrés. 2,7 millions! Oui, oui, exactement, c'est très grand. Nous avons jusqu'à 136 drainages et certains d'entre eux sont aussi larges que 40 litres et font 200 km. Tout le terrain est clôturé. 240 km de route que vous avez dû créer? Non, nous avons dû créer 136 km de route. Et également 213 km de drainage. Mais ce qui était le plus compliqué, vous savez, c'était le terrain où nous étions situés, c'était une jungle. Un marais. Nous avons dû tout nettoyer et y injecter 365 millions de mètres cubes de sable. Ce qui est quand même pas mal. Nous avons dû faire venir les 2 plus grands dragueurs du monde pour pouvoir le faire. Pour pouvoir simplement marcher là-bas. Et cela a duré entre 10 et 11 mois. Donc vous preniez le sable à la mer pour pouvoir l'emmener, exactement, nous prenions le sable de la mer vers le terrain. Donc comme nous avons fini cela, nous avons fait face à la qualité du sol que nous avions. Notre raffinerie, pas par rapport aux fertilisants, juste la raffinerie a le plus grand nombre de tuyaux que vous pouvez trouver sur Terre. Et elle a exactement 138 000 tuyaux. Et c'est énorme. Donc tout ce qui est en rapport avec cette raffinerie est vraiment vraiment grand. Vous pouvez voir le régénérateur, ce qu'ils ont montré tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait le voir, s'il vous plaît? Celui-là pèse 3000 mètres tonnes.
Vous devez générer votre propre énergie? Non, 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 ce générateur sert à régénérer le pétrole brut. Régénérer quoi? Le pétrole brut. Ah, ok, d'accord. Donc nous avons tout ça, mais vous savez, le plus grand challenge de ce projet, c'est que nous devions construire notre propre port. Car aucun des ports au Nigeria ne pouvait prendre ce poids. Mais où est-ce que vous avez trouvé ce truc? Ça vient de Haidai, en Corée. Et vous avez réussi à l'emmener depuis la Corée vers le Nigeria? Oui, en fait, nous en avons plusieurs. Nous avons celui-ci et d'autres qui sont plus petits que celui-là. Celui-ci doit être déployé bientôt. Donc vous savez, le problème des ports au Nigeria, le plus grand équipement qu'ils pouvaient prendre pouvait à peu près faire 150 tonnes. Et nous avons également dû faire face aux mauvaises routes. Si vous regardez ce sur quoi cet engin doit aller, nous avons dû construire une route spéciale pour lui, pour que tous nos équipements puissent passer. Quelle est cette créature? Laquelle? L'autre? L'autre, ce sont les radiateurs. Des filtres? Non, non, des radiateurs. Nous avons des radiateurs et des filtres. Très bien, donc pour s'assurer du flot. Exactement, c'est ça. Nous avons un équipement à lui tout seul qui fait 42 mètres de haut. Vous m'avez montré des photos de grues énormes. Et vous m'aviez dit que vous deviez avoir les plus grandes du monde. Oui, en effet, il y en a seulement 3 qui sont disponibles dans le monde. Ce sont des grues 5 tonnes. Et ça, par contre, tu dois les réserver 3 ans en avance. Car il y en a seulement 3 dans le monde entier. Dans le monde entier? Oui, oui, dans tout le monde entier. Vous avez des photos de ces choses-là? Donc voilà, oui, oui, bien sûr, voilà la grue. Cette grue-là est vraiment énorme. Donc ce sont les grues. Oui, alors c'est seulement une grue, mais elle n'est même pas encore assemblée en totalité. Il faut savoir que pour contenir cette grue, il a fallu 205 containers au total. Donc ça, c'est une partie justement de ces containers. Ça, ce sont des logements du coup? Non, non, pas du tout, ce sont les fameux radiateurs. Ah, je pensais que vous vous lanciez dans l'immobilier également. Ah non, il n'y a pas d'immobilier, non. Au-delà de tout ça, nous avons 30 km de clôture tout autour. Donc vous pouvez vous imaginer que nous avons rencontré pas mal de challenges. Mais cela en vaut le coup, car ce que cela va nous donner comme pouvoir au Nigeria, c'est une valeur de 650 000 barils de brut. Et la totalité de nos projets vont produire jusqu'à 32 millions de tonnes. Donc 32 millions de tonnes, cela veut dire que le Nigeria va devenir l'un des plus grands exportateurs en Afrique de produits pétrolifères. Donc ce que nous essayons de faire, c'est exactement ce que nous avons fait avec le ciment. Le Nigeria va bientôt être le 2e dans le monde après les États-Unis en tant qu'exportateur de ciment. Grâce à cela, le Nigeria s'autosuffit et à la fin de cette année, le Nigeria sera le plus grand exportateur de ciment dans toute l'Afrique. Nous allons exporter 8 millions de tonnes. Je pense que c'est vraiment magnifique. Voilà un homme extrêmement courageux. Vous savez, il a vidé sa banque sur un tel projet aussi gros et technologique, secteur dans lequel l'Afrique n'est pas du tout connue pour briller. Car nous sommes souvent connus pour les petites choses. Et je ne connais aucun investissement privé en Afrique à cette échelle, fondé par des gens qui sont locaux. Pouvez-vous lui donner un peu de soutien pour ce qu'il est en train de faire pour notre continent, s'il vous plaît? Donc maintenant, nous allons parler du ciment. Je sais que vous avez énormément d'usines de ciment. Dans combien de pays est-ce que vous produisez? Alors, nous produisons dans 14 pays qui sont opérationnels. Et là, nous avons 3 pays qui sont en développement. Donc laissez-moi vous poser une question. Vous avez eu à faire 14 usines. Non, plus que 14 usines. Nous sommes dans 14 pays. Par exemple, en Afrique du Sud, nous en avons 2. Au Nigeria, nous en avons 3. Nous sommes en train de construire la 4e. Laissez-moi vous donner l'échelle de notre industrie. Au Nigeria, nous avons une seule zone qui produit 13 millions de tonnes aujourd'hui, mais d'ici la fin de l'année, nous serons déjà à 16 millions de tonnes, ce qui sera plus que toute la production en Afrique du Sud cumulée.
which is by far outstripping the whole production of South Africa. Donc cette usine à elle seule va produire plus que l'Afrique du Sud. Oui, oui, exactement. Seulement cette usine, oui. Les Sud-Africains, faites attention, vous êtes en train de vous faire dépasser. Ah, il n'y en a pas beaucoup ici dans cette salle. Donc nous en avons dans ces pays, en Zambie, en Tanzanie, en Éthiopie, au Congo, au Cameroun également par exemple. Nous sommes en train de construire ici en Côte d'Ivoire 3 millions de tonnes. Oui, c'est à peu près à 1 heure d'ici. Stratégiquement, quand vous êtes en train de construire cet empire de la manufacture, vous regardez du coup les marchés, bien sûr, les matériaux, le transport. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'était nécessaire de construire dans 14 pays différents ? Ce n'était pas plus intéressant pour vous de construire dans 4 ou 5 endroits clés et ensuite transporter vers les autres pays? Ou est-ce que les taxes douanières vous forçaient à avoir des usines locales pour pouvoir optimiser tout ça? Alors, il y a plusieurs raisons à cela, effectivement, c'est une bonne question. La première est qu'effectivement, il est très difficile d'avoir des échanges entre les différents pays africains. La deuxième raison, c'est que ça dépend également du pays, s'ils ont du calcaire ou non, qui est l'un des matériaux clés pour la production de ciment. Tout dépend effectivement, donc laissez-moi vous donner un exemple, parce que vous avez parlé des échanges à l'intérieur de l'Afrique. Prenons pour exemple une de nos usines au Nigeria, qui est dans un endroit qui s'appelle Ibisha. Ce n'est pas très loin de la maison d'Obasanjo, l'ancien président nigérian. Vous l'avez acheté là-bas parce que Obasanjo n'est pas loin? Non, en fait, c'est à cause du calcaire qui est présent en très grande quantité là-bas. Nous sommes seulement à 28 km de la République du Bénin. Mais la République du Bénin ne nous laisse pas emmener du ciment chez eux. Mais ils importent de Chine. Mais pourquoi cela? Oui, c'est l'un des sujets sur lesquels je discute énormément avec ma très bonne amie Vera, qui doit être quelque part par là. Et je dis souvent à Vera, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire en sorte que le marché africain fonctionne avant que nous ayons à aller chercher à l'étranger? Laissez-moi essayer de comprendre cette situation. Est-ce que c'est parce que le ciment chinois est moins cher que le vôtre? Qu'importe le prix auquel le marché vend, nous avons pour ambition d'être compétitifs sur le prix. Donc dans ce cas, pourquoi est-ce que vous n'avez pas de compétition avec eux? Ce n'est même pas une histoire de compétition, c'est juste une histoire de nous laisser vendre du ciment là-bas. Mais comment ça se fait qu'ils autorisent les Chinois à vendre chez eux, mais ils n'autorisent pas leurs frères nigérians à vendre? Honnêtement, Mo, vous devriez poser la question au président du Bénin. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Bénin ici? Non? Je pense que personne du Bénin n'osera parler de ça. Il n'y a personne du Bénin ici? Non? Non, personne? Il y a quelqu'un du Bénin ici? Ok, pourquoi est-ce que vous faites ça, les Béninois? Pas de réponse? Ok, s'il vous plaît, quand vous rentrez à la maison, posez la question pour savoir pourquoi est-ce que vous faites quelque chose d'aussi stupide. Si le ciment est moins cher et de meilleure qualité, je peux le comprendre, mais si ce n'est pas le cas, pourquoi? Oui, car c'est intéressant, vous savez, la zone CFA, et mon problème c'est que même si nous signons, qu'est-ce qui se passe avec l'implémentation? Nous sommes vraiment bons pour designer des programmes, mais le plan d'implémentation est extrêmement important, et c'est ça qui manque dans nos pays. Parce qu'effectivement, vous avez raison, nous avons parlé de zones de libre-échange où il n'y aurait pas de frontières monétaires. Est-ce que cela se passe dans la réalité ou non? En fait, non, cela ne se passe pas du tout dans la réalité. Le plus gros problème que nous rencontrons aujourd'hui, justement, c'est de faire bouger les choses. Si, par exemple, nous essayons d'envoyer du ciment au Togo, pour seulement 210 km, nous allons perdre 1 semaine pour envoyer ce ciment. Est-ce que c'est à cause de la route ou c'est à cause de la douane? À cause de la douane. Oui, oui, vous passez la nuit à la frontière quand vous arrivez là-bas. Et pourquoi cela? Bah, vous savez, simplement à cause de la corruption. Alors en fait, nous ne payons pas, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que cela n'avance pas et qu'ils nous gardent. Et même si vous payez, vous allez quand même passer beaucoup de temps. C'est un long process. Donc je pense que toutes les évolutions peuvent nous aider, mais avant que cela arrive, nous devons nous assurer que les marchés régionaux fonctionnent bien.
Je pense qu'il y a là un problème sur lequel les gens doivent vraiment réfléchir. Nous passons notre temps à célébrer à Addis Abeba la signature d'agréments et de contrats. Et là, nous avons un problème où cela prend des semaines pour pouvoir transférer du ciment sur 200 km entre deux pays voisins. Et le problème, Mo, en plus, c'est que ces pays voisins vont dire non, non, nous ne voulons pas de tes biens et services. Alors que ce que je pense, c'est que des pays comme la République du Bénin ou du Togo, qui sont des pays frères, seront ceux qui vont réellement bénéficier de nos produits. Et en termes de marchés régionaux. Car si jamais je suis du Bénin ou que je vis au Bénin, cela veut dire que je n'ai pas un marché qui est de seulement 14 ou 15 millions d'habitants. J'ai également le marché du Nigeria qui est 200 millions de personnes, car vous voyez, l'activité principale du Nigeria se retrouve dans le sud-ouest qui représente 60%. Et la République du Bénin fait partie de cette parcelle et de cette riche zone commerciale. Ce que je veux dire, c'est que pour emmener mon propre ciment, c'est plus simple pour moi de l'emmener au Bénin que de l'emmener à Lagos en termes de transport. Cela créerait du business, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Nous ne faisons que parler d'intégration régionale monétaire, mais où est Vera? Nous parlons de toutes ces choses-là, mais rien ne se passe sur la réalité du terrain. Vera, est-ce que tu es là? Ah oui, elle est là-bas. Ok, on va venir discuter avec toi après alors. Mais je pense que cette conversation est très importante pour montrer réellement ce qu'il se passe sur le terrain, car nous ne le savons pas. Ce que je pense, Mo, c'est que nous avons tous dans nos mains des choses pour pouvoir avancer. Des gens, par exemple, comme Vera, je pense qu'ils sont en train de pousser pour que les choses avancent. Vous savez, ils ont fait ces choses qu'ils appellent les passeports de l'Union africaine.